Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec moi en studio, un invité qui va nous permettre de replonger de nouveau dans un sujet qu'on avait depuis trop longtemps négligé. Et là, je parle des automobiles ou plutôt des véhicules autonomes. Rappelez-vous comment il y a quelques années, on parlait juste de ça. Puis depuis ChatGPT, on dirait que ChatGPT prend toute la place. Et donc, pour reprendre le volant, tiens, avec nous, nous avons la chance et le privilège de recevoir le président et chef d'exploitation de la compagnie LEDAR Tech, une compagnie spécialisée dans les systèmes de capture de données dont se servent les véhicules autonomes pour se diriger dans nos rues et se diriger sans conducteur. Monsieur Franz Santelemi est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Franz. Bonjour Jean-François, peut-être une petite correction, je suis président et chef de la direction Ah, voilà. et essentiellement, ce serait intéressant de demander à ChatGPT que fait l'EDARTEC. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça répondrait. Je parlais avec un exécutif de Michelin plus tôt ce matin et il avait demandé justement à ChatGPT de lui décrire que fait l'EDARTEC. C'est intéressant et en fait, pas juste que fait l'EDARTEC, qu'est-ce qu'a présenté l'EDARTEC à CES cette année? Et c'était pas mauvais comme réponse. C'est jamais mauvais comme réponse, mais le problème, c'est qu'il faut connaître le sujet pour savoir si on nous ment ou pas. Là. Puis avec ChatGPT, je pense qu'il y a juste vous là, qui serait suffisamment outillé là, pour dire si ChatGPT se trompe ou non. D'ailleurs, êtes-vous fatigué d'entendre parler de ChatGPT au lieu de parler des véhicules autonomes? Pas du tout. Au contraire, toute l'énergie qui se déploie autour de l'intelligence artificielle actuellement dans le monde, c'est positif pour l'EDARTEC parce que nous, on utilise l'intelligence artificielle pour augmenter les capacités humaines et éventuellement réduire complètement à zéro les accidents de la route causés par l'erreur humaine. Donc pour moi, parler de l'intelligence artificielle, parler que ce soit ChatGPT ou BART ou quelqu'un d'autre, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Ce qui est intéressant, par contre, Jean-François, Oui, ce que je trouve allez-y. fascinant avec tout le débat de ChatGPT, c'est euh, contenu original versus contenu synthétique. Oui. Parce qu'on a cette réalité-là aussi dans notre modèle d'affaires, l'EDARTEC, c'est qu'on utilise une combinaison de données réelles et de données synthétiques pour entraîner nos réseaux de Oui. neurones et pour qu'éventuellement que le véhicule puisse s'adapter naturellement à des obstacles non connus ou inconnus. Mais c'est intéressant qu'éventuellement avec le développement de modèles comme ChatGPT, que potentiellement que la machine va pouvoir créer plus de contenu synthétique que de contenu réel. C'est fascinant, non? Vraiment fascinant. Puis c'est intéressant votre lecture du sujet synthétique réel. Peut-être avant de sauter dans le sujet, là, on va y aller en bonne et due forme. Là. Il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que depuis on se court après là, pour essayer de se rencontrer, depuis tous ces échanges de courriels-là, là, j'ai vu qu'au mois de décembre, votre compagnie était entrée en bourse. Oui. Puis comment ça se passe? Est-ce qu'on reste zen avec la volatilité des marchés? Mais nous, on est très excités par ce déploiement-là, ce dénouement-là, pardon. C'est un travail de longue haleine, comme vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, l'EDARTEC, c'est une entreprise de Québec fondée de la recherche de l'Institut national d'optique de l'Université Laval, d'ailleurs. Et essentiellement, nous, on a vraiment commencé comme une entreprise qui est spécialisée dans l'acquisition et le traitement de signal. Notre première application, c'était une application de LIDAR, de capteur de LIDAR. Puis graduellement, on a pivoté vers un modèle complètement logiciel
Est-ce qu'on de... précise déjà c'est quoi un lidar, là? Parce que je pense qu'on va Oui, l'entendre 2000 fois. Là. On l'a déjà dit dans ce podcast-ci, là, mais si c'est la première fois que quelqu'un écoute, le lidar, c'est pour nous, ça va, là. Mais pour plusieurs, là, c'est la première fois qu'ils entendent le terme. Là. c'est effectivement bon. Peut-être plus facilement, le radar, c'est un capteur qui est commun dans le véhicule automobile aujourd'hui, qu'on utilise les fréquences radio. Le lidar, c'est exactement la même chose que le radar. Au lieu de fréquence radio, on parle de fréquence lumière. Donc, Bon, ça va être fort probablement un laser, mais nous, on utilisait aussi des LEDs, notamment d'où vient le nom de LED Artec, ben oui. LED, Detection and Ranging Technology, donc Ah, ben oui. LEDAR. C'est notre premier produit. Donc, on utilisait des LEDs, des DEL, pour pulser l'environnement et on captait les échos qui revenaient et on transférait ça dans le domaine numérique et on ajoutait notre couche logicielle pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la scène. Hmm. Éventuellement, on a transitionné à des lasers de plus haute puissance, mais on a réalisé que le problème, c'était pas le type de capteur. Le problème, c'est comment fusionner les différents types de données. Et ça nous a amené vraiment à une découverte extraordinaire. Hmm. Et c'est ce qui nous a amené à se rendre public. Il y a une demande extraordinaire pour ce qu'on fait. Ben oui. Ils Et ont un intérêt des financiers certains. Là. absolument. Et pour pouvoir se déployer à grande échelle, notamment auprès des manufacturiers, des équipementiers, aller à la bourse, c'était l'un des moyens les plus simples de lever du capital à grande envergure, mais aussi de créer de la richesse au Québec, de valoriser C'est vrai. la recherche universitaire qui se fait ici et le génie québécois. Donc, on est très fiers de ça. Le 22 décembre, on était aussi la dernière compagnie à aller sur la Nasdaq pour 2023. Wow. Et on est l'une des seules compagnies au Canada, des rares compagnies au Canada qui ont été publiques en 2023. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, il y en a qui devaient être contents là, dans le temps des fêtes de prendre un peu de repos après tout ça. Là. C'est vrai, vous avez raison. J'imagine. Écoutez, Franz, on va y aller en bonne et due forme. Là. J'ai pensé à un petit parcours au moins pour vous connaître un peu mieux. Moi, j'ai vu dans votre parcours que bon, vous avez fait un baccalauréat en génie électronique et informatique. On est en 1996. Moi, j'ai plusieurs étudiants en génie informatique là, dans mes cours. En ce moment, j'ai 186 étudiants. Là. Il y en a plein qui sont en génie informatique, génie logiciel. Vous, à quoi vous ressembliez à cette époque, Franz, lorsque vous étiez au baccalauréat? Là? Mais c'était pas évident parce que, tu sais, à l'époque, c'est un double bac en génie électrique et computer engineering Hmm. et génie de l'ordinateur. Donc, être informaticien, c'était différent parce que nous, on regardait vraiment comment est-ce qu'on programme des super ordinateurs, des microchips versus des ordinateurs embarqués. Donc, c'était vraiment différent et comment est-ce qu'on développe des logiciels pour faire justement des super semi-conducteurs comme ChatGPT utilise. Et à l'époque, c'était un peu très différent. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui travaillaient dans le domaine. Donc, c'était les IBM de ce monde, les General Dynamics. C'était des entreprises aussi comme Wang Computing, Digital Equipment, des entreprises qui Puis à n'existent plus l'époque, est-ce que aujourd'hui. c'était des compagnies qui vous tournaient autour pendant votre formation Oui. au bac ou le contraire? Je sais qu'aujourd'hui, c'est plutôt les compagnies qui tournent autour de mes étudiants. Mais c'est ça aussi à l'époque? Ben, en fait, oui et non. C'est-à-dire que il y avait très peu d'universités spécialisées dans le domaine. À Boston, c'est un des centres vraiment. Et il y avait très peu d'universités qui faisaient un programme de coopérative. Et moi, Northeastern, c'était une des universités qui permettait justement de combiner l'apprentissage et le travail réel. Donc, ça me permettait de développer des circuits intégrés, de les programmer, de combiner la théorie à la pratique et ça m'a permis de faire des coopératives avec des entreprises qui n'existent plus, mais des entreprises qui m'ont aidé énormément à apprendre. Ensuite, je lis un fellowship en génie, stratégie, innovation au MIT.
puis un passage chez Integrated Device Technology, c'est dans la Silicon Valley. Quel souvenir on garde de la Silicon Valley, Franz? Ben, avant ça, j'ai quand même travaillé à Boston pour une entreprise Analog Device qui est une des entreprises championnes des semi-conducteurs. Donc, on parle Intel, ah Intel oui. ou AMD, Nvidia, les autres, ils font des processeurs Ah oui. numériques. Mais Analog Device, ils font des convertisseurs analogiques et des convertisseurs de signaux mixtes qui permettent dans le fond, de faire le lien entre l'univers humain et l'univers numérique. Alors, donc, Analog Device, c'est un des très, très grands joueurs de l'industrie. Donc, j'ai travaillé là pendant quand même assez longtemps. Et j'ai fait le va-et-vient entre Boston et la Silicon Valley. C'était une période difficile quand j'étais dans la vallée parce que moi, on m'a envoyé dans la vallée à Santa Clara pour réparer les pots cassés du dot-com bubble, de la bulle Oui. Ben oui, il de fallait que ça pète un l'Internet. jour, cette bulle-là. Là. La Donc, bulle de alors, l'Internet. Donc, on oui, était à une époque où il y avait des investissements financiers très intenses pour tout ce qui était d'Internet. Là. Prenez aujourd'hui tout ce qui se passe en IA, là, la bulle, là, multipliez ça par 10, ça s'appelait l'Internet. Puis un jour, on a désenchanté un peu, puis il y en a plusieurs qui ont retiré leur billet. ah oui, et donc moi, il fallait que j'aille justement fermer des divisions, mais Hmm. aussi réparer des relations avec des clients, parce que ce qui arrivait, c'est que non seulement il y avait la bulle, mais il y avait aussi, si vous vous souvenez, euh, le, le, le bug de l'an 2000. Ah oui. Alors, tu avais des entreprises qui achetaient des centaines de milliers de pièces au Ça cas va où. passer à l'histoire, cette hystérie collective-là. Là. On n'avait peur que ça explose parce que 2000, c'est un chiffre rond, là, puis on avait peur que les comptes se remettent à zéro et fassent exploser Exact. la chose. Là. Oui, oui. Alors, toutes les entreprises achetaient des inventaires en se disant que ça va péter. Fait que si ça pète, on va avoir de l'inventaire, puis ça va nous donner un avantage Ben, concurrentiel. Alors, moi, il fallait que j'aille cleaner tout ça. Donc, écoute, Jean-François, c'est une expérience incroyable, là, mais moins, pas très le fun, mais avec du recul, j'ai appris tellement. ben oui, sûrement. Ben, en fait, toute ma carrière principalement a été faite à l'étranger, à l'extérieur. Puis, ça a toujours été une espèce de rêve de créer un champion québécois, un leader. Puis, l'EdarTech, c'est arrivé par accident parce que quand j'ai vendu mon entreprise, c'était une entreprise allemande basée à Dresden, en Allemagne, de l'Est. Nous avons vendu ça à Integrated Device Technology en 2015. Et une des clauses de la transaction, des conditions, c'était que je reste comme vice-président senior de la division automobile et industrielle avec IDT. Puis, entre-temps, ben, on cherchait à développer un créneau de marché qui était le leader qu'on n'avait pas. Et à ma surprise, au Québec, il y avait deux entreprises qui développaient des leaders, LEDartech et une autre entreprise qui s'appelait Phantom, Ah, et puis là, Phantom Intelligence. elle a disparu, elle? Elle, LEDartech l'a acheté. Ah, voilà, c'est pour ça qu'elle a disparu. C'est une bonne Alors, nouvelle. oui, c'est ça. Alors, donc, et ça, c'était une belle surprise et j'ai pris compte. En fait, c'est même pas moi qui a pris contact, c'est Michel Brûlé était le président du conseil. Et Michel et moi, on avait siégé sur le conseil d'une autre start-up québécoise, Eltrim, ensemble. Et il a pris contact avec moi pour dire, mais serais-tu intéressé à considérer le conseil de l'EdarTech? Et puis, si oui, ben, je vais te mettre en relation avec Charles Boulanger, qui est le CEO de l'EdarTech. C'est comme ça qu'on a commencé le dialogue. Puis finalement, mon entreprise, nous avons investi dans l'EdarTech. Et moi, quand j'ai décidé de quitter Integrated Device Technology, mon but, c'était d'accompagner l'EdarTech en tant qu'aviseur et sur le conseil. Puis finalement, d'une histoire à une autre, on a réalisé que j'ai les compétences, je suis disponible, puis j'ai du Ouais. temps. Alors,
Pourquoi pas faire le pas de Je- plus? Là, on est rendu, il reste juste ce pas-là à franchir, hein. Voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Puis j'avais une super relation avec Charles, qui avait un dynamisme extraordinaire. Écoute, Charles, c'est très difficile de dire non à Charles parce qu'il est tellement convaincant, puis il avait une idée claire de ce qu'il voulait faire en termes de croissance pour l'aide Artec. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas? J'ai toujours eu cette ambition-là de faire quelque chose au Québec. Voilà ma chance. Et c'est comme ça Hmm. que je suis rentré chez l'aide Artec. Superbe parcours, Franz. Puis à la fin, moi j'aime toujours ça, demander cette question-là à mes invités. On parle parfois de jalons dans une vie, là. Tu sais, moi j'appelle ça des jalons existentiels, là, des moments où on se dit, bon, à ce moment-là, j'ai fait des choix importants, puis c'est parce que j'ai fait ces choix-là que ça m'a permis de devenir qui je suis ou qui je souhaitais être. Franz, dans cette belle histoire-là, c'est où les moments où on prend des décisions importantes, puis ça change notre vie, là. Je pense que la meilleure des décisions que j'ai prises, c'est vraiment de traiter ma carrière comme un joueur, ou j'utilise l'exemple de joueur de soccer parce que c'était mon sport quand je grandissais, mais comme un athlète professionnel. Donc, tu sais, si je prends l'exemple de hockey, si un joueur de hockey t'aspire à devenir un joueur de la Ligue nationale de hockey, si tu es suédois, ben qu'est-ce que tu fais? Tu viens à la Ligue junior majeure du Québec, tu viens à la Ligue junior Ontario, ou tu viens aux États, tu vas jouer au NCAA ou Ouais. NCAA aux États-Unis. Où est Donc, le meilleur niveau, là? voilà, exactement. Donc, moi, très tôt dans ma carrière, j'ai voulu m'entourer des meilleurs, et ça se passait dans les universités américaines, dans Boston ou la Silicon Valley. Alors, je me suis dit, si je veux vraiment devenir un des meilleurs dans mon industrie, il faut que je me mesure aux meilleurs, il faut que j'apprenne des meilleurs. Hmm. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma carrière, c'est vraiment de traiter ça comme si j'étais un athlète professionnel. Donc, si tu veux te préparer pour les Olympiques ou pour la Coupe Stanley, ben tu vas t'entraîner, tu vas t'entourer des meilleurs entraîneurs, des meilleurs préparateurs physiques, tu vas apprendre tant dans la saison morte que la saison intense. Et donc, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai fait un parcours de base vraiment qui m'a outillé, étant entouré très jeune des meilleurs dans mon industrie. Hmm. Et ça m'a donné un avantage incroyable partout où est-ce que j'ai été, parce que j'ai un réseau de contacts dans l'industrie des technologies. Tu sais, quand les gens parlent de Steve Jobs, ben moi, j'étais assis en face de Steve Jobs, comme toi, tu es assis en face de moi. Quand les gens parlent Ça de... se place bien dans une Ouais, conversation. ben Moi, oui, j'ai c'est parlé à ça. Steve Jobs, là. Donc, tu sais, quand tu t'es dans la game, ben t'es dans la game. Alors, donc, plusieurs des joueurs qui sont dans l'industrie, comme Jensen Huang, qui est le CEO Mhm. le fondateur et CEO de Nvidia, ben, tu sais, j'étais dans les mêmes réunions que lui, dans les mêmes conférences. Lui présentait avant moi, je présentais après. Et donc, C'est là qu'on voit que ces ça, réseaux-là sont quand même c'est petit. Quand tu les suis de l'extérieur, tu as mhm, l'impression qu'ils sont partout dans le monde. Puis non, finalement, quand tu fais la recension, là, on fait ça quand on regarde des réseaux sociaux là, dynamiques là, avec des outils de recherche. Là, on voit que finalement, en recherche, là, on pourrait dire il y a 10, 15, 20 gros acteurs, puis après ça, mhm, tu as 100 acteurs qui tournent autour. Des réseaux sociaux, finalement, c'est une poignée de monde là, quand on fait absolument. Et l'effort de si je peux, regarder, là. s'il y a des étudiants qui nous écoutent, tes étudiants, Jean-François, moi, c'est le conseil que j'aimerais donner à tout étudiant ou tout jeune qui commence. Si tu veux jouer dans la Ligue nationale, va où les joueurs de la Ligue nationale s'entraînent. Si tu veux jouer dans la Ligue des champions, va où les joueurs de la Ligue des champions s'entraînent. Entoure-toi de gens qui ont la capacité de t'élever. Oui, puis Et de te provoquer aussi, c'est-à-dire que quand on joue avec, ben, faut jouer avec les meilleurs, mais il ne faut pas non plus faire si je prends l'analogie du sport, là, mm, si moi je joue au soccer avec le Bayern de Munich, je vais me faire rincer. Il faut y aller progressivement, mais toujours se absolument, mettre dans des zones où tu es suffisamment inconfortable, mais en même temps, ces zones d'inconfort-là, quand on réussit à les amadouer, ça nous permet de progresser plus vite que si on reste le meilleur de notre ligue, mais notre ligue de garage. c'est ça, exactement. Mais c'est justement, moi, mon apprentissage, je l'ai traité de la même façon. Donc, j'ai appris
Hmm. J'étais dans des universités où est-ce que les semi-conducteurs étaient une expertise, où est-ce qu'on apprenait les meilleurs. Et puis, quand il s'agissait de temps de travailler, ben, j'ai travaillé pour la meilleure compagnie de semi-conducteurs qui était disposée à m'engager. Hmm. Et finalement, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis mis dans un contexte que j'étais confortable à être inconfortable. Tu sais, quand tu as 18 ans, tu quittes ton pays, tu quittes ta ville, puis tu vas dans un endroit, tu connais personne, tu sais pas comment tu vas réussir. Mais la nature a horreur du vide, donc s'il y a un vide, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. C'est vrai. Puis moi, comme j'y étais, ben j'ai eu la chance de prendre cette place-là parce que j'y étais. Donc, mais c'était pas confortable. C'était plus confortable d'aller à l'Université de Montréal ou Laval ou d'aller à l'ETS ou à C'est Poly. vrai. C'est important de se le rappeler, là, de pouvoir accepter de se mettre dans des zones de risque, là, surtout si on veut apprendre ou réussir. On va sauter dans les enjeux techniques. Moi, je veux parler de voiture, là, France. On va parler d'éthique puis d'enjeux sociaux un peu plus tard, mais là, je veux parler un peu de technique. La voiture autonome, à quoi ça ressemble, comment on l'imagine. Moi, j'ai ma façon d'imaginer une voiture autonome, là, mais je suis curieux de savoir comment vous, vous imaginez cette voiture, là. Donc, décrivez-moi la voiture là, que vous avez en tête lorsque vous imaginez une voiture autonome. Là. Combien il y a de caméras, combien il y a de radars, combien il y a de lidar, les capteurs, à quoi ça ressemble. Décrivez-moi ce véhicule, Franz. Mais peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, la société dans la SAE, Société d'Engineering Associates, l'association des ingénieurs, la société des ingénieurs, comme ils l'appellent, ils ont défini 6 niveaux Oui, c'est d'autonomie. vrai. Donc, ça commence par le niveau 0, où est-ce qu'il n'y a pas d'autonomie. C'est 100% euh, humain, contrôle humain. Et 5, où est-ce qu'il y a 0% contrôle humain. Donc, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle, sur n'importe quelle route, toute la fonction de conduite, c'est l'automate. Oui, c'est bien de faire cette nuance-là parce que souvent, il y a des véhicules qui ont déjà une certaine forme d'autonomie. Mhm. Moi, sur ma voiture, ben, si je mets une fonction, ça ne dépasse pas les lignes, ça garde une certaine vitesse constante, une certaine distance. Donc, ça, c'est tous des outils qui font qu'on évolue dans ce spectre-là. Là. De 0 à Voilà. 5, je ne suis pas à 5, je ne suis pas à 0, c'est certain. Là. Bon, alors, pour qu'on se situe, 100% des véhicules produits aujourd'hui sont de 0 allant jusqu'à 2. Voilà, on est bien loin du 5. On Là. est très loin du 5. Alors, ce qui est arrivé au cours des 10 dernières années, principalement, c'est là qu'on a commencé à parler de la voiture autonome à grande pompe, c'est qu'il y a eu des rétrofits. Donc, des gens très futés ont pris des caméras, des lidars, des radars, des ultrasons et ont développé des systèmes de conduite autonome euh, pour gagner des concours, mais aussi pour démontrer que la technologie pouvait être développée. Et effectivement, il y a eu pas mal de développements qui se sont faits et il y a eu pas mal d'avancées. Le plus avancé dans l'autonomie, c'est Waymo. C'est une spin-off de Google qui fait du robot taxi. Je dis ça, mais c'est vraiment des dizaines de milliards de dollars investis dans peut-être 2000 véhicules maintenant qui sont en circulation, en Arizona principalement, et un peu en Californie, sur des trajets bien précis, sur des routes bien précis. Ils Et sont à quel niveau, eux autres? Sont-ils au niveau 5? ils sont au niveau 4, mais ils peuvent être niveau 5. La plupart sont niveau 4 parce qu'il y a un opérateur. Et là, ils commencent à déployer des niveaux 5 où est-ce que le véhicule vient vous chercher sur des routes précises sans opérateur. Et, euh, et là, on parle d'un véhicule qui est rétrofité entre 150 à 200 000 dollars de capteurs.
Ça coûte plus cher que mon auto que j'ai décrit un peu tantôt. Exactement. Alors, donc là, on est vraiment dans les premiers. C'est des prototypes. Le but, c'est pas Absolument. des ventes, là, c'est juste de tester les limites de la technologie. À partir de combien de capteurs ça nous prend pour réussir technologiquement l'exploit et non pas combien ça en prend pour que le prix soit raisonnable. Bon, le véhicule de Waymo ont 22 capteurs spécialisés. Je parle pas de capteurs standards là, qu'on retrouve dans un véhicule régulier. C'est une caméra à 3 mégapixels ou à 8 mégapixels. Tous les capteurs sont des capteurs développés spécifiquement pour l'application de Waymo. Donc, c'est Si on pour ça qu'on... installe ça un peu partout sur l'auto, on parlait des caméras, j'imagine qu'ils installent aussi des lidars en avant, en arrière. Là. Absolument. Puis le but, c'est Absolument. quoi? C'est de capter C'est tout de créer l'environnement? un environnement en 3 dimensions, 360 en 3 dimensions, qui est capable de détecter, classifier et segmenter tous les objets dans la scène, Puis de mais façon aussi, dynamique, là. C'est pas juste oui, en temps réel. une photo, là. C'est Non, un non, c'est vraiment film en en temps temps réel. réel. Oui, oui, 15 à 30 fois la seconde. Et la clé, c'est de pouvoir détecter le plus loin possible. Parce que dans le fond, si vous détectez à très courte distance, vous ne pouvez pas aller très vite. Ben oui. Plus vous détectez loin, plus vous pouvez aller vite parce que c'est la distance de freinage, dans le fond, c'est la Ben oui, détection de ce qui nous permet d'aller aussi vite sur l'autoroute, c'est que nos yeux nous permettent de voir. D'ailleurs, on ralentit quand il y a un peu de brouillard. Là. Voilà, exact. Donc, alors eux, c'est qu'ils développent, et encore une fois, c'est juste dans des environnements comme Arizona et Californie, où est-ce que le soleil est omniprésent, il n'y a pas de neige, il y a très peu de pluie, c'est très donc, Je monte à Montréal en fin de semaine, moi, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Il y a de la neige, il y a de la pluie qui s'en vient. Là, ah, on est loin de ces conditions optimales. Là. alors, par contre, la technologie, elle avance, elle progresse. Et là, au-delà de Waymo, il y a d'autres comme Aurora, il y en a d'autres comme Amazon Zoox. Donc, Waymo sont du côté extrême. Donc, ils prennent des passagers. Euh, General Motors et Ford ont essayé de faire la même chose avec Cruise, notamment, de General Motors, et ils ont eu un arrêt spectaculaire. L'État de la Californie les a arrêtés parce que, bon, dernier épisode, c'est que le véhicule, l'automate, traînait un passager qui était accroché au véhicule sur une 50aine de mètres. Ben, voyons donc. Ben oui. Mais, donc, Ouais. Ben, je ris, c'est pas drôle, mais c'est ça. C'est ça tu sais, des fois, on parle d'échec, là, ça, c'est un échec technologique. voilà. Là. Donc, ils ont arrêté. Ford avait Argo AI, après plusieurs milliards de dépensés en collaboration avec Volkswagen, ils ont abandonné. Ça demande trop d'investissement. Donc, et Ford et Volkswagen n'ont pas des profits d'un Google. Non, malheureusement, ils sont rares ceux qui ont des profits comme Voilà. Google. Là. Ceci étant dit, il y a d'autres applications où est-ce que c'est pas des passagers, que c'est du transport de marchandises. Et, par exemple, dans des conditions comme sur des autoroutes, des longues distances, des gros camions, où est-ce que le modèle économique est intéressant parce que, dans le fond, trouver des chauffeurs de camions, c'est très difficile Oui, c'est les et conditions de travail qui sont aussi difficiles. c'est difficile. Le transport de marchandises devient de plus en plus commun. Hein? Donc, on commande chez Amazon, on veut ça en 24 heures, en 48 heures. Donc, Oui, ça prend un conducteur quelque part. Là. quelque part, exactement. Alors, donc, pour, d'une autoroute euh, à une autre autoroute, il y a des applications qu'on appelle en anglais le long haul, des longs trajets, que c'est peut-être mieux d'avoir un automate. Ouais. Ça coûte moins cher, le modèle économique est beaucoup plus grand et c'est moins risqué. Donc, il n'y a pas d'interaction commune. Et ce qui est intéressant, c'est que si maintenant on peut connecter plusieurs camions ensemble, Oui, il y avoir a ça. un opérateur dans une salle
qui contrôle et qui surveille ce qui se passe. Donc, vous pouvez avoir une centaine de véhicules qui sont Un réseautés. conducteur à distance de Voilà. plusieurs véhicules, un superviseur à distance qui permet de contrôler la flotte. Oui, c'est vrai, on peut imaginer comme ça. Pas nécessairement quand on parle de véhicules autonomes, on peut aussi parler de véhicules qui sont destinés juste au transport. Ça serait En des téléopération. trains. C'est un peu le rôle des trains. Puis quand je regardais la technologie, votre technologie, vous la nommez LiDAR Vision. Comment ça intervient, LiDAR Vision, dans tout ça? On l'installe où, là, sous le capot de ces véhicules-là? Là? Bon, alors, c'est là que je voulais faire la distinction des 6 niveaux d'autonomie. Et là, on parlait de l'extrême, la 4 et 5, qui demandent un exercice incroyable en termes de développement de logiciels, de capteurs, de puissance de calcul. Et ça peut pas être dans des véhicules passagers à 30 000 ou à 50 000 C'est pas possible. Alors, nous, ce qu'on a découvert, c'est une approche, c'est développer une technologie qui permet d'augmenter les capacités de détection des capteurs actuels qui sont dans le domaine de l'automobile. Donc, on parle des caméras, des ultrasons ou des radars. Donc partir des capteurs existants pour essayer de les pousser un peu plus loin pour que ça puisse s'adapter à ce défi technologique-là. Là. Voilà. Et la clé, c'est d'être capable de prendre des données brutes de n'importe quel capteur et de ne pas d'être agnostique, si vous me permettez l'expression, à n'importe quel type de capteur, n'importe quelle configuration de capteur. Donc, si vous êtes Volkswagen ou si vous êtes Toyota, vous avez votre architecture différente, vous avez vos types de capteurs différents. Notre logiciel peut fonctionner. Et notre logiciel, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ces données-là et les fusionne ensemble pour recréer l'environnement en 3 dimensions entre 15 à 30 fois la seconde à très haute densité. Et ce que ça permet de faire, c'est que ça prend une caméra de 1 mégapixel, par exemple, qui essentiellement vous donne le rendu d'une caméra équivalente à 8 mégapixels. Donc, c'est un facteur extraordinaire de performance. Et là, vous combinez ça maintenant avec le radar. Et là, maintenant, vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. Donc, vous avez un environnement qui est beaucoup plus robuste. Donc, ce qu'on est capable de faire à ce moment-là, c'est de pouvoir faire des fonctions d'autonomie qui vont permettre, par exemple, l'aide à la conduite pour des systèmes de sécurité, l'aide à la conduite ou même des fonctions d'autonomie dans des conditions précises. Par exemple, un pilote d'autoroute, un pilote de trafic, un pilote de parking. Donc, il y a des fonctions là-dedans qui sont, par exemple, des conducteurs qui vous permettent de garder la ligne, de détecter l'espace de conduite, de manœuvrer le véhicule, de freiner d'urgence, de ralentir en fonction. Donc, ça nous permet vraiment d'équiper maintenant les véhicules avec un logiciel qui permet une application qui nous amène proche de la conduite autonome. Puis l'intelligence artificielle là-dedans, Franz, parce que j'imagine qu'il doit y avoir j'imagine des tonnes de données. Là. Je pense que ça doit être ça le défi de gérer toutes ces données-là en temps réel. On ne se traîne pas une douzaine de serveurs dans le coffre. Là. Comment on fait pour gérer? C'est-tu là que l'intelligence artificielle intervient pour traiter ces données-là qui doivent être là, voilà. impressionnantes? Alors, la clé, c'est ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait intégrer ça dans des micropuces, pas dans des super ordinateurs, et que dans un micropuce qui coûte 30 $ au lieu d'un super ordinateur qui va coûter 3000 $. Alors, c'est une bonne idée, ça, comme prédiction. Donc, essentiellement, c'est là que avoir un modèle qui consomme très peu de données pour apprendre. Donc, tu sais, vous et moi, on a besoin de beaucoup de données pour apprendre. Il faut qu'on se fasse répéter des choses, il faut qu'on le lise, qu'on le comprenne. Mais moins que l'intelligence artificielle. Je veux dire, quand j'avais des enfants, je montrais 3 photos de chats, puis ils disaient chat. Alors que pour une intelligence artificielle, il faut que tu en montres des milliers avant qu'ils le reconnaissent sans se tromper. Là. Oui, ça dépend de type de réseau de neurones.
C'est vrai. Et ça dépend aussi du modèle d'apprentissage. Donc, nous, on a développé un réseau de neurones spécialisé avec un modèle d'apprentissage qui demande euh, 10 à 100 fois moins de données nécessaires pour apprendre et qui aussi a euh, euh, un modèle d'apprentissage qui est réseauté, c'est-à-dire que plus j'ai de véhicules qui roulent, C'est plus vrai. j'ai de données, plus j'ai des données extrêmes, plus mon modèle il devient robuste. Donc, en conduisant le véhicule, il devient meilleur parce que je peux maintenant euh, euh, améliorer ou même réviser la cadence de logiciel. Donc, en théorie, un véhicule que vous achetez un mois plus tard, vous sortez du concessionnaire, un mois plus tard, il est un meilleur véhicule parce que la version de logiciel est améliorée automatiquement. J'aime ça, Donc, ce calcul-là. C'est rare que quand on sort du concessionnaire, notre voiture prenne la valeur. C'est plutôt le et contraire. absolument. Donc là, le consommateur qui se dit qu'est-ce qu'il y en est pour moi, ben c'est ça, c'est que là maintenant, votre véhicule est capable de reconnaître des obstacles qu'il n'a jamais été entraîné pour. Et pourquoi? Ben, c'est parce que plus les réseaux de neurones conduisent, plus ils apprennent et plus ils deviennent intelligents et plus ils deviennent robustes en termes de qualité de détection, mais aussi de qualité d'éviter les fausses détections. Parce que c'est ça qui est navrant dans les systèmes actuels. Je suis sûr, votre véhicule, parfois, si vous avez le système Ouais, des fois, ils de freinent, on ne sait pas trop pourquoi. Les oui, ralentis. Ben des non. ralentis ou ils bipent pour rien, Ouais, parce que il est nerveux des fois, plus c'est que des nous, là. faux, c'est ça, c'est des faux positifs. Donc, on veut éviter ça le Ouais. plus possible pour qu'il y ait une fidélité de détection. Et nous, c'est ce qu'on permet avec notre capteur. On a des taux de précision qui dépassent les normes de l'industrie et on est les meilleurs aussi au niveau de la détection environnementale. Et en plus de ça, on est les seuls à avoir une solution qui utilise ces réseaux de neurones-là. Puis qu'est-ce qui freine, ben, c'est un mauvais jeu de mots, mais qu'est-ce qui freine quand même votre technologie en ce moment? Est-ce qu'il y a dans plusieurs champs de la technologie, il y a souvent ça, il y a une partie de la technologie qui freine tout le champ. Est-ce que c'est le cas dans votre champ? Est-ce qu'il y a une technologie qui vous freine? Si on pouvait régler ce problème-là, ça ferait avancer un peu plus vite. Ben oui, le vrai enjeu, c'est que l'EdarTech, on est quand même une petite société qui sort de nulle part et on challenge les grands de l'industrie en disant, nous, on a trouvé une façon euh, de le faire, là où la plupart des gros joueurs, des compagnies comme Mercedes, BMW ou Continental ou Bosch, ils ont investi des milliards et des milliards et nous, on arrive, on leur dit non, 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 on a une meilleure façon de le faire, notre technologie fonctionne mieux. Donc, on, on gagne à être connu. Alors, il faut se faire connaître. Faut se développer en termes de capacité commerciale, mais aussi de capacité de supporter plusieurs clients à la fois. Alors, c'est ça le risque. Le risque, c'est que les gros constructeurs, ils se disent, est-ce qu'on peut avoir notre futur qui repose dans les mains d'une petite entreprise de Québec? Alors, je Donc, pense c'est que ça c'est qui ça vous le freine grand en ce défi. moment, C'est le plus c'est le grand fait défi. de ne pas être associé à un grand joueur de ce monde-là des véhicules autonomes, c'est ça? Oui, parce que dans les faits, les constructeurs automobiles, il faut qu'ils développent un véhicule qui va être sur le terrain minimum 10 ans, parfois même 15, 20 ans. Donc, il faut qu'ils sachent que si ils déploient notre technologie, qu'on soit capable d'être là pendant C'est vrai. 15, 20 ans. Et ensuite, c'est pas juste dans un seul véhicule, c'est une plateforme qu'ils vont réutiliser dans plusieurs d'autres modèles. Alors ça, c'est de savoir est-ce qu'on est bien capitalisé, est-ce qu'on a les actionnaires de très long terme, est-ce qu'on a le cash nécessaire pour soutenir. Alors ça aussi, une des motivations d'aller en bourse, c'est justement pour pouvoir démystifier ce qui est derrière, qui est derrière l'EdarTech. Et Rendre ça on a public, fait je pense, c'est l'idéal. Donner accès exact. à vos livres, tout ça. Écoutez, Franz, faudrait parler un peu des enjeux. D'ailleurs, on en a déjà abordé quelques-uns.
Mais là, vous êtes bien réchauffé. Hmm. J'aimerais parler des enjeux un peu plus éthiques, là. C'est toujours intéressant de discuter de ce genre d'enjeux-là avec les gens, justement, qui, comme vous, le connaissez bien, l'objet technique en question, là. C'est pas un philosophe là, qui réfléchit aux enjeux techniques, c'est le technicien lui-même qui maîtrise la technique qui se met à y réfléchir. Parlons des risques ou peut-être des craintes, Franz. Commençons peut-être par les craintes qui n'en sont, ou des risques qui n'en sont peut-être pas, des risques. Là. Vous avez Mhm. sûrement lu des articles qui sont peut-être des détracteurs de cette technologie. Vous vous promenez justement partout, vous donnez des entrevues. Vous avez sûrement discuté avec des personnes qui s'inquiètent et qui craignent le pire. C'est quoi les risques puis les craintes pour vous qui vous semblent pas nécessairement justifiées ou démesurées? Je vais peut-être vous surprendre, mais un des plus grands risques que nous avons mondialement, mais aussi régionalement ici au Québec et plus largement au Canada, c'est si nous, on n'avance pas notre déploiement de la technologie, on ne progresse pas au niveau de la technologie, ben, il y en a d'autres qui vont le faire. Et l'une des forces des États-Unis, c'est qu'ils ont la plus grande armée et on est chanceux que les États-Unis, c'est la plus grande armée et non la Russie ou la Chine. Parce qu'on peut s'imaginer Ouais, on qu'est-ce qu'il y dort a. mieux. On dort un petit peu mieux. Donc, pour moi, c'est extrêmement. On n'arrêtera pas l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc ça, oublions ça, là, ça va en vitesse exponentielle. On n'est plus dans un contexte où est-ce que t'as l'internet à la maison ou pas là. C'est le déploiement est déjà grand. Tout le monde qui a un téléphone cellulaire font avancer l'intelligence artificielle. J'ai même un Donc, lidar maintenant sur mon cellulaire. Là. mais oui, absolument. Donc, alors, là, la question, c'est qui sont les plus avancés? Et est-ce que nous, on a assez de sophistication, on a assez d'infrastructures pour pouvoir contrecarrer? Est-ce qu'on est bien encadré aussi pour pouvoir garder notre autonomie technologique? Est-ce qu'on a les bonnes structures en place de veille? Est-ce qu'on a les normes, les règles, les lois en place? Alors, je pense que le plus grand risque aujourd'hui, c'est que on a une dizaine de sociétés dans le monde qui sont beaucoup plus avancées que n'importe quel gouvernement dans le monde au niveau de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est probablement le plus grand danger. Oubliez les théories de conspiration. Donc, le risque, c'est que le pouvoir se retrouve dans quelques mains, dans les mains de quelques compagnies. C'est ça qui Voilà, vous qu'on inquiète? est à la remorque de Google, de Microsoft, de Facebook, de Apple, de Elon Musk. Euh, Il va bien ces temps-ci, il paraît. Là. et, c'est une bonne question. Puis la contrepartie, ça serait quoi? Ça serait, on veut pas que ça soit dans les mains de quelques compagnies comme ça. Si on la retourne de bord, cette question-là, ce serait comment faudrait-il que ça soit géré? Si c'est pas par ces grandes compagnies-là, ce serait par qui et comment? Ben, d'abord, là où est-ce qu'il y a eu les meilleurs, les plus grandes percées, c'est quand il y a eu un encadrement, on a légiféré. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, on a avancé beaucoup sur la génome, on a avancé beaucoup sur l'ADN, mais c'est pas légal de cloner un humain. Hein? Non. Bon, est-ce que il faut arriver à un point qu'on dit, est-ce qu'on veut développer l'intelligence artificielle qui est plus intelligente que l'humain, qui est capable de reproduire plus de contenu synthétique que l'humain est capable de générer? Alors, c'est ça les réflexions de société. Est-ce qu'il y a des bénéfices à aller aussi loin que ça? Donc si l'intelligence artificielle arrive à un point où est-ce qu'elle est tellement avancée que maintenant, on peut l'utiliser à un escient ou dans une fin pratique à remplacer l'humain dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, c'est là que ça devient dangereux. Alors, je pense que
c'est le cadre qui est important, ça prend une certaine légifération. Nous avons manqué le bateau quand il s'agit de l'Internet et des médias sociaux. Donc, on cherche encore à comment taxer Amazon ou comment taxer Netflix, alors qu'ils sont présents dans toutes les sphères. On ne sait pas comment taxer Google, on ne sait pas Puis les comment... normes, les normes pour les compagnies, moi j'entends souvent ça dans le discours autour de moi, là, c'est-à-dire que le fait de créer des normes, de créer des lois, ça freine le développement technologique. Est-ce que vous le sentez comme ça? Parce que là, vous dites au contraire, non, ça nous prend des normes, ça nous prend des lois. Ben, en fait, c'est ça l'art, c'est de trouver le bon point d'équilibre entre euh, mettre assez de cadres pour Que la technologie puisse se diriger. déployer après, là. Voilà, exact. Versus dans n'importe quel, tu peux faire ce que tu veux. Ben oui, certains vont avancer, d'autres vont pas avancer. Ou Puis d'autres vont faire n'importe quoi, ce qui va du freiner n'importe quoi. C'est ça. tout le milieu. Faudrait finir avec des promesses, avec des espoirs. Je voyais sur votre site que, bon, souvent dans le discours, LeatherTech disait que on pourrait éventuellement améliorer la sécurité, améliorer la qualité de vie des usagers de la route. Comment ces technologies-là vont réussir à réduire justement je sais pas, le risque d'accident? Comment ça fonctionne? C'est quoi vos espoirs en cette matière-là? Est-ce que ça va permettre de résoudre à ce point-là ce problème? Ben, en fait, 80% des accidents de la route sont causés par l'erreur humaine. La distraction, c'est le numéro un. Donc, si on est capable, l'automate, toi et moi, Jean-François, on nous met sur une route de 1 kilomètre, même pas 500 mètres. Puis on dit, go, vous allez conduire de 0 à 500 mètres, puis on fait ça 100 fois. Et toi et moi, on va faire ça chacun 100 fois différent. Oui, sûrement. Non, c'est garanti. On fera jamais la route de la même façon. L'automate, c'est garanti à 100% qu'elle va le faire de la même façon. C'est programmé pour ça. Mm. Donc, pourquoi je dis ça, c'est que l'automate sera jamais distrait. Donc, on va donner une fonction à l'automate et elle va réagir de la même façon dans toutes les conditions, dans n'importe quelle condition, une fois qu'elle est entraînée. Et ça, ce que ça va faire, c'est que la distraction, les intempéries, le téléphone cellulaire ou les enfants qui font du bruit en arrière, qui rient, ou un appel inattendu, on sera jamais distrait. Donc, c'est ça qui cause les accidents. Et si on est capable de développer des technologies qui permettent justement aux véhicules d'être constamment en veille et d'éviter, par exemple, qu'on dise « Ah, je l'ai pas vu dans l'angle mort. Ah, je l'ai pas vu venir. » Ben, le véhicule, avec une vue périphérique Il a tout vu, 360, là. il a tout vu. Il a tout vu. L'auto qui est devant elle, elle a vu aussi parce que c'est une autre automobile C'est ça. autonome. Puis ils se sont parlé entre elles, puis ils ont tout Voilà. vu ensemble. Ils ont vu pas mal de choses qu'un humain ne pourrait pas voir. Donc, on élimine les accidents causés par l'erreur. Ensuite, maintenant, dans un contexte où est-ce que vous êtes dans le trafic, où est-ce que vous pouvez dire, ben, je mets mon système, j'ai 100 km à aller entre Québec et Drummondville, ou 140 km à faire entre Québec et Drummondville, puis j'ai pas arrêté, mais j'ai 140 km que je gagne. J'ai 1 heure et demie que je gagne, que je peux faire autre chose. Ah, en matière d'efficacité, c'est vrai. Comme quand on prend le train ou le bus, on peut faire d'autres choses entre-temps. Sur le site de l'EDAR aussi, je voyais l'EDAR-Tech, je voyais un argument qui... bon, c'est l'argument de ces véhicules-là vont nous permettre d'améliorer l'efficacité, je Oui, dirais, globale du transport moins de routier. trafic, moins de Mais, congestion. mais ça dépend comment on l'utilise. Si au lieu d'avoir des automobiles conduits par des humains, si on met des automobiles autonomes, on ne réduit pas la flotte d'automobiles nécessairement. C'est absolument.
imaginez un peu maintenant que vous êtes en mesure d'avoir des automates. Vous pouvez avoir une plus grande efficacité. Donc, au lieu que le véhicule soit parqué, moi je travaille, je suis au bureau aujourd'hui, il est stationné, le véhicule, il fait absolument rien. Alors que mon épouse est au centre-ville dans une conférence. Moi, je suis parti ce matin à 6 heures du matin. Elle a quitté à 9 heures. C'est deux véhicules séparés. Donc, moi, j'aurais pu être déposé. Le véhicule va chercher mon épouse, l'amène à sa Oui. conférence, vient me chercher, me ramène à la maison. Donc, un seul véhicule pour la maison pourrait fonctionner. Nos horaires on se programmerait en conséquence. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir plusieurs véhicules. L'autre point, c'est que le trafic, il est causé encore une fois par des erreurs humaines. Donc, on peut programmer l'ensemble. Tu sais, une fois qu'on a le mapping, on a tout est connecté, les véhicules peuvent s'envoyer des informations, dire, ben, c'est tel tronçon, il y a un accident ou c'est bloqué. C'est bloqué, toute la flotte est déviée sur telle autoroute sans même écouter Exact. la radio pour savoir qu'il y a eu un accident à tel endroit. Là. Absolument. Et si on prend l'exemple du trafic aérien, OK? Les avions s'autopilotent dans l'air. Le trafic, il n'est pas causé par les automates. Chacun reste dans leur ligne, dans leur zone, les heures. Le trafic, il est causé parce que les humains sont en retard. On quitte l'aéroport en retard. Le vol décolle en retard. Et c'est ça qui cause le trafic. C'est pas les avions qui volent de façon autonome, puis, tu sais, c'est ça le problème. C'est l'humain. On a peut-être, c'est l'humain le problème, on a peut-être une piste de solution là, pour éviter un éternel débat à Québec là, sur le troisième lien ou le tramway. Là. Ça, c'est peut-être un ça. autre débat. C'est C'est peut-être une ça autre qui, discussion. c'est peut-être ça qui va nous permettre de régler le problème, Franz. Écoutez, c'est un beau tour de voiture, Franz, qu'on a fait. Puis d'un strict point de vue technique, là, c'est vraiment un objet technique vraiment, vraiment trippant. Une belle voiture full équipe, là, moi, ça me fait rêver. Des caméras, des lidars, des radars, des capteurs, mettez-en. Puis surtout à bon prix, là, ça vaut le coup. C'est mon petit côté science et génie là, qui a été comblé aujourd'hui. Un point de vue éthique, les questions, là, on le voit, c'est assez préoccupant, mais on voit où vous allez dans votre réflexion lorsqu'on parle des enjeux éthiques. Passionnant de vous entendre. Parcours inspirant aussi, Franz. J'espère que ça va inspirer d'autres de nos auditeurs et auditrices. Il était avec nous pour nous parler d'automobile, de véhicules autonomes et d'intelligence artificielle. Il s'appelle Franz Santelemi. Merci, Franz. Merci, Jean-François. Et à vous, chers amis passionnés d'IA, merci de nous écouter, de nous accompagner au cœur de nos recherches sur les enjeux éthiques, légaux, politiques, économiques, éthiques, techniques associés à l'intelligence artificielle. On se voit bientôt sur nos routes. Je serai sur la banquette arrière, sans conducteur, en train de lire vos commentaires, en train de liker sur les réseaux sociaux. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.